Bonjour, bonjour et bienvenue pour notre webinaire au titre énigmatique « Le manager doit-il aimer ses collaborateurs ?» Bonjour à tous. Alors, pourquoi un titre pareil, « Le manager doit-il aimer ses collaborateurs » D'abord, nous sommes à environ 300-350, donc nos invités arrivent, nos participants arrivent au fur et à mesure. Donc, n'hésitez pas à mettre un pouce pour savoir si le son est bon, si l'image est bonne. Donc, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou. Je vois qu'il y a des coucous de partout. C'est une très bonne chose. C'est très sympa. Voilà. Bonjour, bonjour à tous. Voilà. N'hésitez pas à nous dire d'où vous êtes. N'hésitez pas à nous dire le pays duquel vous écrivez, ou la ville en France où vous êtes. Voilà. OK. Allez, ça arrive encore, Florian, mais nous, on va se lancer tranquillement. On va se lancer tranquillement. Allez, voilà. Donc, on va traiter aujourd'hui le manager doit-il aimer ses collaborateurs. Alors, pourquoi un tel thème? Ce thème, il va s'appuyer sur un livre que j'ai rédigé qui s'appelle « Le management selon Jésus », que j'ai coécrit avec Hervé Ponceau qui est dominicain, HEC, docteur en théologie, et qui a joué le rôle de Jésus, à qui j'ai posé les questions lors de la scène. Et ce livre vient après un autre qui s'appelle « Le management selon Napoléon ». Voilà, il est là, « Management selon Napoléon », où pareil, j'ai interviewé Napoléon à Sainte-Hélène. Et il vient après un autre livre qui est la base de notre concept managérial, le management épiphyte, que j'ai rédigé avec Loïc Buyère, qui va co-animer ce webinaire, et avec Augustin Valero, qui est le troisième associé. Voilà. Alors, 2 mots sur le cabinet que vous connaissez pour la plupart, que j'ai créé en 1976 à Montpellier, donc ça fait quelques bonnes années, et nous apportons la palette complète dans le domaine des ressources humaines à nos clients, c'est-à-dire du conseil en recrutement, de la formation, de la outplacement, des bilans de compétences, des audits humains et organisationnels et du coaching. Voilà. Donc, une douzaine de personnes à Montpellier, une douzaine de personnes au niveau national. Bon, de toute façon, vous aurez le support, le PowerPoint dans l'après-midi. Vous le recevrez automatiquement. Donc, vous aurez toutes les informations qui sont là. Voilà. Donc, en ce qui me concerne, j'ai créé le cabinet en 1976 à Montpellier, comme je vous le disais. J'ai fait Sudeco à Toulouse, Sciences Po à Toulouse et Sciences Éco à Paris 1. Voilà, marié, 2 enfants, 1m75, quelques kilos de trop. Voilà, vous savez tout sur moi. Voilà. Et puis, donc, mon complice de cet après-midi, c'est moi. Voilà. Et mon complice de cet après-midi, c'est donc Loïc, qui va se présenter. Bonjour à tous, merci Florian. Alors je vais me présenter rapidement, ça fait 20 ans que j'œuvre au sein du cabinet, on a fini par le racheter avec mon associé, je suis aussi marié, j'ai aussi 2 enfants, peut-être aussi commence à avoir quelques kilos trop, même si j'essaye de faire des sports un peu exotiques, j'ai fait récemment du hockey subaquatique, là j'attaque l'apnée, etc. Et accessoirement, on fait du conseil en ressources humaines, donc je suis à la fois dirigeant du cabinet, mais également consultant opérationnel, puisque je réalise des missions de recrutement, j'anime des formations, des conférences, ce genre de choses. Et là, on s'amuse ensemble dans les webinaires avec Florian et Augustin qui n'est pas là, qui est à Paris aujourd'hui. OK. Alors. Voilà. Donc, je vous disais que cette intervention s'appuie sur 3 livres, notamment le management selon Jésus. À l'issue de l'interview de Jésus lors de la scène, on a pu identifier 7 piliers de management qui sont l'amour, le pardon, l'équité, l'assertivité, la bienveillance, la congruence et la communication. Donc, ce qui m'a intéressé, c'est pas… Je passe le débat sur Jésus était-il un homme, Jésus n'était-il qu'un homme, Jésus était-il Dieu, Jésus était-il le Fils de Dieu, peu importe. Moi, ce qui m'a intéressé dans Jésus, ce sont ses valeurs. Et donc, je voulais savoir si 2000 ans après, ces valeurs étaient toujours présentes dans l'entreprise et si on pouvait les transformer en techniques managériales. Et donc, on va uniquement parler d'un seul pilier, qui est donc le
le pilier numéro 1, qui est donc l'amour. Si vous prenez un livre de management, jamais vous ne verrez écrit technique managériale l'amour. Et pourtant, c'est fondamental. Et on va essayer de le voir tout au long de ce webinaire. Je voulais compléter, Florian, votre propos sur Jésus, sur le fait qu'ici, on ne traitera pas de religion, on ne traitera pas de voilà, il ne s'agit pas de bondieuserie, on entend tout et son contraire. Hein, c'est vraiment pas de prosélytisme d'une religion ou de la religion de Dieu, de Jésus, etc. C'est pas le sujet pour nous. La même manière, quand Florian a écrit le management selon Napoléon, il ne s'agissait pas de savoir si Napoléon était un tyran. On ne faisait pas de l'histoire, nous. Hein. On parle de management et de notions de management. Donc les valeurs sont valeurs, exactement, les valeurs de ces personnages historiques importants, et on peut estimer qu'il y a un certain nombre de piliers. Sur Napoléon, Florian en avait sorti aussi 7, et sur Jésus. Sans révéler trop de secrets, il y a un prochain qui arrive, grand homme de gauche, paraît-il, mais pas de politique. On n'a pas fait d'histoire avec Napoléon, on ne fait pas de religion avec Jésus, et on ne fait pas de politique avec le prochain. Voilà. Ceci étant dit, dans le chat, ce n'est pas la peine de nous dire ceci, cela. Hein. Voilà. Bonjour Madagascar. Bonjour Madagascar. On est très content d'avoir Madagascar avec nous. Bonjour Madagascar. Ah oui, effectivement. OK. Alors, donc, l'amour chez les Grecs, l'amour avait plusieurs sens, en fait, hein, avec plusieurs définitions, plusieurs mots, plusieurs dénominations. On en retient 3 les plus classiques. Hein. Il y a philia qui se rapproche aujourd'hui de l'amitié, de l'entente réciproque entre 2 personnes. Eros, c'est le côté sexuel, l'attirance, le désir. Ce ne sera pas du tout du domaine de notre intervention. Et puis, il y a l'agapé. L'agapé, c'est l'amour du prochain. C'est la relation qui pourrait s'apparenter peut-être aujourd'hui à l'altruisme, en fait. Hein. Et cette notion d'agapé que l'on va développer maintenant. Alors, l'amour dans la relation avec l'autre, à l'autre, de manière plus générale. Il n'y a pas que l'entreprise, en fait. Hein. Mais l'amour dans la relation à l'autre. Le point suivant, le slide suivant. Alors, pourquoi je n'arrive pas à la voir? Voilà. Donc, je pense que l'amour dans la relation à l'autre, c'est le premier des sentiments. Un commerçant qui n'aime pas ses clients, il ne pourra jamais bosser. Ça me semble difficile, en fait. Hein. On doit aimer les autres. Et par exemple, le commerçant doit aimer ses clients. Les personnes qui travaillent, que cette personne-là travaille en tant que fonctionnaire, en tant que salarié, en tant qu'indépendant, en tant que ce que vous voulez, la personne qui travaille, elle doit aimer son travail, elle doit aimer ses produits, elle doit aimer son secteur d'activité. Ça semble une évidence. On ne peut pas travailler uniquement pour avoir la contrepartie de la rémunération. C'est insuffisant, en fait. Hein. On va vite se lasser. Donc, il faut qu'il y ait l'amour qui sous-tende la relation à l'autre. Et alors, juste, Florian, je fais un petit arrêt 30 secondes, justement, sur le travail. On sent bien qu'on a aujourd'hui une perte de sens, de valeur, de grande démission dont on parle partout. Elle vient beaucoup de ce sujet de l'amour du travail, en fait. C'est que les gens ne trouvent pas d'amour dans leur travail. Est-ce que c'est l'amour du travail ou l'amour de leur travail, de leur activité, comme vous diriez? Aujourd'hui, ça pose question en tout cas. Si on considère la relation, justement, c'est le point suivant, si on considère le travail comme une simple relation contractuelle, alors ça peut être suffisant dans certains cas. Pour moi, c'est insuffisant. Il faut qu'il y ait autre chose derrière la relation contractuelle. Il faut qu'il y ait des valeurs, il faut qu'il y ait un projet d'entreprise, il faut qu'il y ait un sens à son travail. Et c'est un petit peu ce que l'on va développer maintenant. Hein. Donc, d'après moi, la relation contractuelle est insuffisante. Ceci dit, la vie professionnelle, comme je l'ai écrit, n'est pas le monde des bisounours. Je ne vais pas vous décrire un endroit, une collectivité où les gens s'épanouissent. Non, il y a des règles du jeu dans une entreprise, il y a des contraintes qu'on doit respecter et qu'on doit bien vivre, le mieux vivre possible en fait. Hein. Pour moi, la vie professionnelle, c'est un des aspects de la vie. Il y a une vie personnelle, il y a une vie culturelle, une vie sportive, tout ce que vous voulez, il y a différentes vies. Le travail n'est qu'un des aspects de notre vie.
mais autant le faire avec plaisir. Je n'ose pas parler bonheur, mais le bien-être au travail, c'est quelque chose d'important. Une remarque très juste de Fadela qui nous dit il est donc important de bien travailler le projet professionnel en amont. Bien sûr, Fadela, bien sûr, vous avez raison. Hein. Sénèque disait il n'est de bon vent pour celui qui ne sait ni d'où il vient ni où il va. Donc c'est important d'avoir cette perspective en fait. Il faut savoir où l'on va, ce qui veut dire qu'il faut que le manager, le dirigeant le sache, le communique à ses managers, et il faut que les managers le retransmettent au N-1 en fait, bien sûr, c'est important. Et je vais compléter ce que dit Fadela et Florian par le fait que aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, on ne fait plus, rarement, il y a encore quelques personnes, peut-être des gens avec des métiers passion ou des métiers très spécifiques. Quand on fait médecin, pilote de ligne, il est possible qu'on fasse ça toute sa carrière, encore que pilote de ligne, avec les drones qui nous arrivent, on ne sait même pas si on fera ça toute sa vie. Ça veut dire que le projet professionnel, va falloir le travailler toute sa vie. Il est illusoire aujourd'hui de croire qu'on va faire le travail d'aujourd'hui pendant 30 ans, 50 ans, 40 ans, etc. Moi, j'ai le sentiment, pour ma part, d'être entré au cabinet et aujourd'hui, plus du tout faire le même métier. Déjà, je suis à 2 métiers. J'ai fait Marine nationale pendant 8 ans. Donc, je me suis baladé autour du monde et j'ai chassé des sous-marins. Je suis passé de chasseur de sous-marins à chasseur de tête. Bon, là, ça, c'est pour la petite histoire, mais… Donc déjà, j'ai déjà fait 2 métiers. Et même dans mon métier aujourd'hui de consultant, dirigeant au sein du cabinet, je n'ai pas le sentiment de faire le même métier. Mais c'est ce qui me fait tenir, c'est ce qui me fait évoluer, etc. Et donc les gens, les projets professionnels, c'est tout le temps qu'en fait, on doit le travailler, pas s'arrêter de se dire, bon, et voilà pourquoi certains viennent chez nous faire des bilans de compétences au bout d'un moment parce que on ne sait plus, on n'a pas pris le temps, etc. Il y a aussi cette possibilité de se faire accompagner en bilan de compétences pour le projet professionnel, justement. Il faut se régénérer en fait, il faut avoir de nouveaux objectifs, ça c'est important. Le troisième point de est-ce que c'est nécessaire ou pas, l'amour, il y a l'amitié. Alors est-ce que l'amitié dans le travail, est-ce que c'est un frein ou est-ce que ça va faciliter les relations professionnelles? Moi je préfère qu'un client devienne un ami plutôt qu'un ami ne devienne un client. Mais bon, c'est ma conception de la relation à l'autre, en fait. Je crois que l'amitié dans le travail, elle a son importance, mais il ne faut pas… Les collaborateurs, ce ne sont pas des amis. Ce ne sont pas des amis. On va bien travailler ensemble, mais voilà, ce n'est pas un pote. C'est pas un pote, c'est autre chose, en fait. C'est une autre relation. Une question de Norbert. Comment expliquer les 17% de collaborateurs qui sont sur le chemin du burn-out ? Alors, s'il y a beaucoup de choses, Norbert, que je salue, c'est lié peut-être à leur propre manager, qui n'ont pas su mettre du liant dans la relation, qui n'ont pas su aider le collaborateur à trouver du sens à leur travail, en fait. Prenez l'hôtesse de caisse, si on ne l'aide pas à trouver du sens à son travail, elle va se flinguer. Je veux dire, intellectuellement, si c'est passé uniquement les produits devant un scanner, c'est terrible comme boulot en fait. Donc il faut l'aider à considérer son travail comme une relation hyper importante par rapport à ses clients. C'est elle qui va aider le client, ce sera le dernier sourire du magasin, ce sera elle. Donc il y a matière pour un manager à aider à trouver du sens. Et puis après, il y a la relation au quotidien entre un manager et un N-1. Il faut, voilà, il y a de la bienveillance, il y a autre chose, ce qu'on va voir maintenant en fait. Alors, si je vous dis amour et management, bonne question, si je vous dis amour et management. On va les laisser répondre dans le chat. Ah oui, dans le chat, vous pouvez répondre. Si je vous dis amour et management, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Quel est le premier mot qui vous vient à l'esprit? Vous pouvez, dans le chat, mettre un mot. Un mot, 2 mots, 3 mots, mais pas plus, parce qu'après, on va être perdu. Je vois mariage, c'est sympa, bienveillance, oui. Incompatible, dit Pascal. Ok, pourquoi pas, oui, bien sûr. Voilà. Amour, projet, amitié, voilà. Ok. Etc. Bon, souvent, je pose cette question-là et j'ai beaucoup de réponses, en fait. Je vais vous inviter, allez-y, continuez encore un petit peu. Voilà. Empathie.
Empathie, oui, bien sûr. Interdépendance, oui, intéressant, bien sûr. Voilà. Alors, on va voir ce que les gens… Respect, oui, très bien. Bonjour Marc, respectueux. Bien. Je connais bien Marc et je reconnais l'ontologie de Marc dans ce terme de respect. Communication, ok. Alors, si je vous dis amour et management, comme réponse ou comme comme périmètre, comme champ de réflexion, ben, il y a être bien avec, il y a empathie, il y a compréhension, il y a respect, tolérance, il y a encouragement, reconnaissance, il y a confiance envers le collaborateur, mais il faut également que le collaborateur ait confiance envers son manager, en fait. Il y a aide. Et confiance a priori et pas a posteriori. Ça, c'est un mal que l'on a en général tous. Hein. C'est très difficile. Très peu de gens sont dans la confiance a priori. J'en veux pour preuve que nous, quand on fait du recrutement, on nous dit toujours « Ouh là là, attendez, on ne va pas le payer trop cher parce qu'on ne sait pas ce qu'il vaut. Donc, on va le recruter à pas cher. Puis, quand il sera bon et qu'il fera du chiffre d'affaires pour les commerciaux, par exemple, quand il fera du chiffre d'affaires, alors là, on lui donnera des super primes. » Bah ouais, mais vous croyez que quelqu'un va se démener pour vous si déjà il est comme ça? Il ne faut pas s'étonner que ça ne fonctionne pas. Je crois que Bernard Montanari dit papa. C'est un amour filial. Pourquoi pas, en fait, hein, si on considère que son manager représente une certaine autorité morale, pourquoi pas, en fait. Hein. Voilà, Justine dit le discours qu'on m'a servi, on ne vous paye pas cher au départ, et puis après, quand vous vaudrez quelque chose, on vous paiera plus. Alors, Justine, si j'ai un conseil, la prochaine fois qu'on vous dit ça, vous leur demandez de l'écrire et vous le signez avec eux. Parce que la plupart du temps, nous, dans les séparations, quand on accompagne les gens en outplacement ou en bilan de compétences, pourquoi vous avez quitté votre entreprise? Parce qu'on n'a pas respecté ses engagements. Oui, mais les paroles s'envolent, donc les collabs n'ont pas d'écrit sur le truc. Donc, il faut des écrits ensemble, se dire, OK, moi, je veux bien démarrer à telle rémunération et on se fixe des objectifs, des paliers, etc. C'est du rôle du management, mais c'est aussi du rôle des collabs, en fait. Hein, c'est des deux côtés. C'est des deux côtés. Derrière le mot amour et management, il y a l'assertivité et la bienveillance. Hein, l'assertivité, c'est le fait de dire que c'est bien quand c'est bien et de dire que c'est mal quand c'est mal. Mais avec la bienveillance, en y mettant les formes, en fait. Hein, il faut du parler vrai, comme dans l'amour, en fait. Hein, il faut du parler vrai, il faut de l'authenticité. C'est important. Bon, bien sûr, le bon climat de travail, le bien-être au travail. Norbert Mouyal, qui est présent avec nous, avait créé une pièce de théâtre qui s'appelle Bien-être au travail. Et dans bien-être, c'était bien naître, du verbe naître. Hein, voilà. Donc, c'est pratiquement le démarrage d'une relation bien-être au travail. Oui, il faut un bon climat de travail. Voilà. L'exemplarité, la congruence, le fait de s'apprécier de manière réciproque. C'est tout ça, en fait. Hein. Donc, le champ sémantique, il est très large quand on s'intéresse à l'amour et au management. Alors, quel est le job du manager? Est-ce que le job du manager, c'est de donner des objectifs? Peut-être. Encore que imposer des objectifs, on n'a pas tellement intérêt à le faire. Hein. Il vaut mieux les élaborer avec les collaborateurs. Hein. Il vaut mieux que ce soit les objectifs des collaborateurs. Hein, parce que si ce sont les objectifs des collaborateurs, ils feront tout pour les réaliser. Voilà. Donc, est-ce que le rôle du manager, c'est de donner des objectifs? Pas vraiment. Est-ce que le rôle du manager, c'est de réaliser ses objectifs? Ce n'est pas à lui à le faire, en fait. Hein. C'est une équipe qui doit réaliser ses objectifs. Est-ce qu'il doit aider à réaliser ses objectifs? Et oui, bien sûr. C'est ça tout le job du manager. Et c'est en soi un sacré métier. C'est aider ses collaborateurs à réaliser ses objectifs. Il n'y a pas tout faire, hein, le manager. Et sans ses collaborateurs, il n'est rien. Donc, c'est bien la notion de ensemble que l'on va faire quelque chose. Avec quel outil? Alors, les outils sont classiques, hein, vous les connaissez. Hein, on va juste, si ça vous amuse, vous répondez au chat. Voici les outils du manager. Hein. Est-ce que c'est la carotte et le bâton? Est-ce que c'est les primes? Est-ce que c'est autre chose? Allez-y, si vous avez 2 mots à dire. Voilà, c'est du coaching, oui, bien sûr, ça peut être ça. Hein. Voilà, Liliana est en train de taper une réponse. Voilà, c'est le parrain. La concentration, ça peut être voilà, l'exemplarité.
Alors là, on aborde plus un comportement qu'un outil, en fait. Hein. Un outil, c'est une technique, en fait. L'exemplarité, c'est un comportement. Hein. Donc, comme outil, qu'est-ce qu'on peut avoir comme outil? Vous les connaissez, hein, bien sûr. Hein. Comme outil, ben, on a l'entretien. Hein. L'entretien est un outil de management. Le recrutement, ben, il va passer par un entretien. L'entretien annuel d'évaluation, c'est un super outil de management. Savoir ce qu'a fait le collaborateur pendant l'année, est-ce qu'il avait les moyens pour réussir, est-ce qu'il a eu des difficultés pour réussir, comment il envisage l'année suivante, qu'est-ce qu'on peut envisager de travailler ensemble, est-ce qu'il faut de la formation, voilà, un entretien annuel d'évaluation, c'est quand même important. L'entretien professionnel, hein, faire un point, les bilans d'intégration, voilà, des entretiens de recadrage, ce sont des techniques managériales. Peut-être que la difficulté, c'est que dans l'entreprise, on n'a pas tellement formé les managers à la technique d'entretien. Et pourtant, c'est le b.a.-ba dans la relation à l'autre, en fait. Hein. Il y a des techniques d'entretien. Nous, au sein du cabinet, on organise des séminaires sur les techniques d'entretien, tout type d'entretien. C'est important. Ce n'est pas une conversation. Hein, ce n'est pas passer un bon moment, l'entretien. L'entretien doit être quelque chose de rigoureux, de bien encadré, avec des supports, hein, et avec une prévision, avec un compte-rendu, avec une analyse, avec un feedback. Un entretien, c'est un outil précieux de management. On pense que c'est évident, il suffit de parler. Ah, moi j'ai la porte ouverte, moi je manage la porte ouverte. Oui, c'est bien de manager la porte ouverte, mais ce n'est pas ça l'entretien. Ça, c'est du liant. Le liant, c'est important, mais il faut des outils, hein, pour ça. Donc, pour moi, l'entretien est un super outil. Deuxième outil, ben, ce sont les réunions. L'entretien, c'est en face à face, et puis après, il y a des réunions. Bon, réunion individuelle, ça sera l'entretien, mais il y a des réunions collectives, il y a des réunions ponctuelles, des réunions planifiées. C'est quand même un endroit privilégié où, d'une part, le manager va s'exprimer, mais j'espère qu'il ne s'exprime pas trop, parce que s'il monopolise la parole, s'il phagocyte la parole, ça ne va pas le faire. Hein. Pour moi, l'intérêt de la réunion, c'est qu'il y ait une mayonnaise qui prenne. Il faut que tout le monde s'exprime, et aussi bien de manière positive qu'en formulant on va dire de manière polie, des éléments d'amélioration, hein, pour ne pas dire des critiques. Hein. Mais la réunion, c'est ça, c'est un forum pour que les gens s'expriment. La parole, hein, doit appartenir aux collaborateurs, les suggestions, les améliorations. Vous savez que c'est quand même les salariés eux-mêmes qui savent exactement ce qu'il faut faire pour améliorer l'entreprise et pour améliorer les conditions de travail, en fait. Hein. C'est eux qui le savent. Ce n'est pas forcément les chefs. Alors, ils pourront le dire si on leur donne la possibilité de s'exprimer, parce que les gens, spontanément, ne vont pas le faire. Donc, pour moi, la réunion, c'est un endroit fabuleux pour que les gens s'expriment et fassent améliorer les choses. Autre moyen de communication, plus classique, en fait, hein, mais comme on ne les considère pas comme des outils de communication, comme des moyens de communication, on y attache peu d'importance. L'email, il faut qu'il y ait une règle du jeu qui soit écrite pour savoir comment travailler mieux ensemble. Pour moi, la règle du jeu, elle est fondamentale. Dans toute entreprise, il faudrait des règles du jeu écrites. Ce n'est pas un règlement intérieur. Hein. La règle du jeu, c'est comment bien fonctionner. Voilà. Qu'est-ce qui est le mieux pour nous tous? Et c'est vrai dans une entreprise, ça peut être différent dans une autre entreprise. Prenez l'email. Quelle est notre conception de l'email? Est-ce qu'on tolère les fautes d'orthographe? Est-ce qu'il y a des mots de politesse? Est-ce qu'on va droit au but? Est-ce que jusqu'à quelle heure on peut envoyer des emails le soir? Après 19h, on peut envoyer des emails le soir? Le week-end? Je serais curieux de savoir, Florian, une petite question sur justement ces horaires. Est-ce que parmi notre auditorat, nos webinaristes, comme on les appelle, on ne va pas confondre avec les séminaristes, hein, même si on parle de Jésus, etc., hein, ne nous faites pas dire ce qu'on n'a pas dit, qui, dans son entreprise, a un système qui bloque les emails le soir et le week-end? Ça existe. Moi, je n'en ai pas vraiment rencontré. On en parle, mais je n'en ai pas vraiment rencontré.
Je sais que nous, on a cette habitude avec, on utilise Gmail dans notre outil, et on a la possibilité de décaler, d'envoyer plus tard. Voilà. Je vois non, ça le permet en tout cas. Oui, bien sûr, ça le permet en fait. Hein. Mais voilà, chez nous, uniquement les alertes. Ah voilà, chez Anthony, a priori, il n'a que les alertes. Donc j'imagine qu'on doit pouvoir donner un degré d'alerte sur les emails. Car faute d'orthographe, présentation. Mais je dirais, après, c'est au-delà de la technicité hein, de l'outil physique, il y a le mode de comportement et le respect de l'autre. Ah tiens, Thierry dit possibilité chez nous de ne pas recevoir les mails en congé. Voilà, j'avais abordé le problème de la congé. Est-ce qu'on envoie les mails pendant les congés ou pas? Alors, ce que j'adore, c'est la formulation de Thierry, Florian, qui dit possibilité, qui réagit par rapport à vous, justement. C'est un peu comme la porte ouverte. Oui, je peux le faire, mais est-ce que c'est systématique et est-ce que l'entreprise le valide et dit oui, pendant les congés, vous ne recevez pas de mail, quoi. Ça fait partie des règles du jeu. Voilà. Il n'y a pas un texte écrit qui va recenser ce qui se fait en fait dans les entreprises. C'est chaque dirigeant et puis après donc les managers qui se font les relais des principes managériaux globaux qui vont faire vivre tout ceci. Hein. Donc il faut des règles du jeu et ces règles du jeu, on n'a pas intérêt à les imposer aux collaborateurs. Il faut que ces règles du jeu soient issues des collaborateurs. C'est la meilleure manière pour qu'ils les respectent par la suite et pour que ça reflète bien la volonté de travailler ensemble. Donc, pour moi, l'email, ça semble anodin, en fait. Hein. Est-ce qu'il faut une copie au monde entier ou pas? Est-ce qu'il faut copie cachée ou pas? Comment on utilise ces mails? Voilà. Bon, l'affichage, est-ce qu'il y a un panneau d'affichage dans l'entreprise? Ça a l'air désuet, mais peut-être qu'il y a des choses à faire apparaître avec un grand écran. Peut-être qu'un grand écran, je vois Loïc sourire, un grand écran pour souhaiter la bienvenue à un nouveau collaborateur. Vous vous rendez compte? Souhaiter la bienvenue à un nouveau collaborateur? J'aime bien la réflexion de Frédéric qui nous dit « J'ai passé 2 semaines dans le golfe d'Aqaba, superbe, sans possibilité de recevoir mes mails. Pendant 2 jours, c'est moi qui m'en voulais. Ensuite, quel bonheur. » mais il a la justesse de nous dire « Mais je continue à lire mes mails dès mon réveil. » Il y a encore un peu de boulot, Frédéric. Ok. Bon, donc, site Internet. Le site Internet, est-ce que le livret d'accueil figure bien sur le site Internet uniquement lisible par rapport aux salariés, par les salariés de l'entreprise? Est-ce que les informations circulent bien? Voilà. Le journal interne, il est sur Internet maintenant, sur intranet, si vous voulez. Voilà. Et puis, est-ce que chacun… Et une remarque très judicieuse d'Emmanuel qui nous dit avec le télétravail, c'est capital de mettre en place des règles du jeu. Et oui. Bien sûr, parce que c'est basé en plus sur la confiance en fait. Hein. Donc il ne faut pas que le manager se dise mais qu'est-ce qu'il fait, que fait Dupont, que fait Durand actuellement en fait. Hein. Voilà, donc la confiance sera le liant également entre l'entreprise et les salariés, entre le manager et les N-1, bien sûr. Et c'est pour ça qu'après, tout de suite après, il y a les outils collaboratifs. On l'a bien tous vu lors des confinements. On a vu des managers complètement paniqués, les collaborateurs, qu'est-ce qu'ils font, mais tu te rends compte, etc. etc. On a même vu des entreprises dire aux gens, rentrez chez vous et globalement, vous n'allez rien faire. Vous n'allez rien faire, vous n'allez plus bosser. Parce qu'en fait, ils ne savent pas gérer les gens à distance. Ils ont cette méfiance de l'autre, il va faire des bêtises, il va s'amuser, etc. Mais parce qu'ils n'ont pas réglé, ils n'ont pas mis en place toutes ces règles du jeu, ces outils pour que le manager puisse faire le job, en fait, puisse faire ce job. Alors, ça, voilà. Donc, voilà les outils classiques du manager, en fait. Hein. Et l'amour. Et l'amour dans tout ça. Pour parler d'amour, ça suffit, en fait. Hein. Donc, avec les 3 familles d'outils, ça suffit pour bien gérer une entreprise, en fait. Hein. Et l'amour dans tout ça. Et oui, l'amour dans tout ça. Alors, j'essaie de passer… Ah, j'arrive. Voilà, super. Voilà. Hop. Voilà, et l'amour dans tout ça, voilà. Donc, et l'amour dans tout ça, c'est lié à la complexité du métier de manager, en fait. Hein. Autant un comptable, c'est facile, autant un informaticien, c'est facile, autant un responsable de la com, c'est facile, parce que le métier, il est bien carré, en fait. Hein. Il est bien décrit, en fait. Hein. Mais
pour moi, le manager, c'est un job à part entière, mais il est complexe à définir. Alors, quand on parle de management et de manager, vous l'avez remarqué, spontanément, on répond comment. C'est-à-dire quelles sont les techniques, quels sont les outils pour travailler ensemble. Voilà. Et tous les bouquins de management, c'est comment. C'est une succession de techniques, c'est une boîte à outils. Voilà. Le management, c'est une boîte à outils, comment travailler ensemble. Le comment est fondamental. Mais pour moi, le comment, il est important, mais il n'est pas exclusif de la relation à l'autre. Pour moi, ce qui est beaucoup plus important, c'est le pourquoi. Et là, dans les bouquins de management, déjà, on en parle un petit peu moins, ou en tout cas pas en quantité aussi importante que le comment. Qu'est-ce qu'il y a derrière le pourquoi? D'ailleurs, un petit peu ce qu'on disait au début de notre webinaire, hein, c'est-à-dire pourquoi travailler? Pourquoi aller au boulot? C'est le sens. Quel sens accordons-nous au travail? Quelles sont les valeurs qui sous-tendent notre action? Et quelles sont les valeurs de l'entreprise? Et est-ce que moi, salarié, je partage ces valeurs? Est-ce qu'un candidat à un poste dans une entreprise pose comme question: quelles sont vos valeurs, monsieur chef d'entreprise? Quelles sont vos valeurs, monsieur le manager? C'est rare, c'est très très rare. Et pourtant, au-delà des horaires, au-delà de la rémunération, au-delà des outils, peut-être c'est important de savoir comment les gens travaillent et qu'est-ce qu'ils attendent. Qu'est-ce qu'ils attendent de nous en tant que salariés, hein. Pour moi, les valeurs, c'est fondamental. Enfin, je veux dire, c'est difficile de l'exprimer ou de l'expliquer, mais si on ne sait pas où on va, prenez une question très simple. Si demain, moi, salarié, je ne vais pas dans l'entreprise, est-ce que la boîte va tourner pareil? Ça serait triste de dire ça sera pareil si je suis pas là dans l'entreprise. Ça serait très, très triste. Je ne sers à rien. Je ne sers à rien. Quelle est ma contribution? Quelle est ma contribution à l'entreprise? Pourquoi je vais au boulot? Pour la rémunération, encore une fois, ce n'est pas assez en fait, hein. Ben, il faut que la collectivité attende de moi des choses et me le dise. Non seulement me dise ce qu'elle attend de moi et me félicite, me complimente, m'encourage. C'est ça l'amour. L'amour, c'est ça, hein. C'est ce qu'on va mettre autour de ce sens que je vais dans mon travail, des valeurs que je vais porter, valeurs de l'entreprise et mes valeurs personnelles. C'est tout ça l'amour. C'est répondre à cette question pourquoi. Oui, on a des réflexions sur le Covid, ça nous a obligés à révolutionner un peu notre management, notre rapport à l'autre, etc. Et effectivement, je dis toujours je dis depuis quelque temps qu'on est passé du management du XXe siècle, même en 2020, on était encore au management du XXe siècle, on n'était pas passé au management du XXIe siècle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on était basé, et Frédéric l'a souligné, on était basé sur des théories qui dataient du fin 19e, début 20e, qui était globalement la révolution industrielle. Frédéric parle à juste titre du management selon Ford, hein, globalement c'était un peu ça l'idée, et on allait jusqu'à les années 50-60 post-deuxième guerre. Oui, enfin, entre ce qui s'est passé dans ces périodes-là et aujourd'hui, ce qu'on vit, et notamment l'arrivée d'Internet, et puis notre ami Covid nous a mis en place, exhausté, hein, vraiment à décupler ça, ben on se rend compte que les théories du management du 20e ou du 19e ne sont plus viables, et donc il faut avoir un autre rapport à l'autre. Et notamment, il y a un rapport qui est un peu incroyable, et j'en parlais juste avant, c'est la confiance à l'autre, qui est lié au sens, aux valeurs, etc. Et de se dire, mais j'ai des adultes, j'ai des gens responsables, j'ai des gens que j'ai recrutés compétents,
qu'ils travaillent à côté de moi dans le bureau d'à côté, que je les ai sous les yeux ou qu'ils travaillent à l'autre bout de la planète, ils vont faire le job en fait. Ils vont faire le job. Et ça, c'est vrai que beaucoup d'entreprises et beaucoup de managers, de dirigeants ou de managers, ont pris un petit peu de conscience de ça. Et c'est ce que nous, on a écrit dans notre livre, Le Management Epifit, où comment faire grandir ses collaborateurs et grandir soi-même, où on dit le premier des sujets, c'est la confiance a priori. Et ça, on commence à voir que avec Covid, ça a un peu évolué. Il y a une autre théorie aussi qui était l'entreprise libérée qui a commencé à faire avancer un peu le schmilblick. Mais alléluia, on rentre un peu dans le management du 21e siècle. C'est pas gagné encore. Il y a encore pour moi. Donc, le comment, c'est bien, c'est le b.a.-ba, hein, ce sont les fondamentaux du management. Mais pour moi, le pourquoi, c'est ce qui va nous aider à aller tous les jours au boulot avec non pas la boule au ventre, mais avec le sourire aux lèvres. Hein. Voilà. Et pour moi, l'amour est ce que j'appelle le liant, en fait. Hein. C'est ce qui sous-tend toute bonne relation à l'autre. Sans amour, si on se contente de la relation contractuelle à l'autre, on ne pourra jamais s'éclater, s'épanouir, en fait. Hein. C'est ça qui est très embêtant. Et il faut de l'amour, il faut ce liant. J'adore la réflexion de Pascal qui nous dit un de mes managers est basé aux États-Unis, aux US, moi en France, et c'est l'une de mes meilleures expériences de collaboration. Et bien sûr. C'est pas une question de distance, en fait. Hein. Oui, c'est pas une notion de distance. Non, c'est la relation au quotidien ou de manière périodique avec des engagements que l'on respecte. C'est ça, en fait, hein, avec un intérêt qu'on porte à l'autre. C'est tout ça, en fait, hein, bien sûr. Une autre réflexion un petit peu différente de Laurence qui nous demande et si on a un collab qui fait son job, qui atteint ses objectifs, mais qui ne partage pas les valeurs, voire même qui fait du bashing, c'est la fameuse démission silencieuse dont on entend parler, la quiet démission. Là, ça fait grand bruit en cette rentrée de septembre en France. Que faire de quelqu'un comme ça? Moi, j'ai mon idée. Il a son intérêt dans l'entreprise aussi, hein, il ne faut pas croire. Hein. Donc, des gens qui font ce pourquoi ils sont payés, il en faut, hein, heureusement, en fait. Hein. Moi, je dis, tu sais, j'ai fait une intervention la semaine dernière à Montpellier Management, le MOMA, en Master 2. Hein, en Master 2. Et je disais que finalement, ce qu'on apprécie chez un salarié, c'est ce qu'il fait en plus par rapport à son travail. Mais j'ai un étudiant qui a réagi en disant, mais non, quand même, non, on va pas en faire plus. Hein. Déjà qu'on en fait beaucoup dans l'entreprise, on ne va pas en faire plus. Il m'a surpris, ce jeune, il a quel âge, 22 ans. Si déjà il a en tête, il faut faire exactement ce que dit la fiche de poste et pas plus, je suis payé pour ça et pas plus, c'est embêtant. Bon, lorsque demain, son manager choisira quelqu'un pour l'aider à progresser, pour lui confier de nouvelles responsabilités, je ne suis pas sûr qu'il sera choisi, lui, en fait. Hein. Donc, on apprécie quelqu'un pour non seulement ce qu'il fait, hein, mais ce qu'il est censé faire, mais ce qu'il fait en plus. Mais je suis d'accord avec Florian, mais c'est aussi du domaine de la responsabilité des entreprises qui génèrent ça. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises dans lesquelles les gens ne se posent pas cette question. Ils font leur job, plus que leur job, ils s'éclatent, ils sont, etc. Ça veut dire que ces entreprises-là, elles ont quelque chose en plus elles-mêmes. Et si vos collabs sont juste là dans leur fiche de poste et ne sortent pas une oreille à droite, une oreille à gauche, sont ceux, on les connaît, hein, qui à 17h00 ont déjà plié l'ordinateur et arrivent à 9h00, c'est aussi du fait des valeurs de votre entreprise, c'est aussi du fait du management que vous y mettez. Il y a une part de responsabilité. Hein. Moi, je dis, il n'y a pas de fumée sans feu. Ne jetons pas tout sur les collaborateurs. C'est aussi du domaine de l'entreprise. Alors, dans le monde dans lequel on vit, on voit qu'il y a des phénomènes, des tendances générales, mais de l'éducation, exactement, Maximilien qui nous dit c'est aussi du domaine de l'éducation. Il y a tout un tas de phénomènes qui nous amènent à ça. Mais croyez-moi, je vois certaines entreprises dans lesquelles on ne se pose pas ce genre de questions. Je vais vous citer aujourd'hui une entreprise qui défraie la chronique, s'appelle Tesla. Allez chez Tesla, les mecs, ils ne gagnent pas des millions. Hein. Ils ne gagnent pas des millions parce que vous allez me dire, ouais, mais les gars, ils gagnent beaucoup d'argent. Non, le gars, le mécano chez Tesla, il ne gagne pas des millions.
J'ai même discuté avec des mécanos de chez Tesla. Le gars vous explique qu'il n'était pas mécano avant. Voilà. Il n'était pas mécano, il n'avait pas touché une tournevis. Et ils le foutent mécano. Donc, ils font vraiment les choses un peu différemment. Hein. Ils font les choses juste un peu différemment. Et les gens sont fans de bosser là-dedans. Et ils ne gagnent pas des millions. Donc, ça montre bien que c'est la façon dont l'entreprise percute le truc et réagit face aux autres. Et donc, est-ce que c'est lié à l'amour ou est-ce que c'est lié à d'autres sujets? Mais voilà. Donc, je pense qu'il y a un peu des deux. C'est comme tout. Alors. Eh bien, tu as presque anticipé sur la conclusion, mon cher Loïc, en fait. Hein. Quel est le secret du manager, en fait, hein? Quel est le secret du manager? Puisque c'est intimement lié au comportement du manager, hein, et de quelle manière il va utiliser cet amour s'il existe dans l'entreprise. Quel est le secret du manager? Il est d'une simplicité biblique, ce secret du manager. On revient sur la Bible. Hein, vous avez... Une simplicité coranique, si vous voulez. Ou toranique, puisque hier c'était Kippour. Donc, oui, c'est vrai, toranique. Ouais. Donc, quel est le secret que vous connaissez tous, mais qu'il est bon de rappeler? Il y a un outil, être positif, rester positif. Oui, bien sûr, rester positif, c'est important. Et connaître ses collaborateurs, nous dit Anna. Ah, c'est pas mal ça, c'est ma conclusion, voilà. Elle a déjà lu votre livre, Florian. Peut-être. Écoutez, être soi-même, reconnaissance et gratitude, l'écoute, c'est beaucoup l'écoute. Hein. Alors, le secret, pour moi, le secret, c'est de trouver le moteur de chaque collaborateur. Ah voilà, Justine nous a dit s'intéresser réellement aux personnes. Et voilà, hein, quel est le moteur en fait, hein? Qu'est-ce qui pousse un individu à venir tous les matins avec le sourire? Alors, ça peut être la paye, hein, pourquoi pas, mais qu'on le sache. Voilà, hein. Ça peut être la reconnaissance, mais si c'est de la reconnaissance, ben, il faut des caresses narcissiques en permanence en fait, hein, bien sûr. Est-ce que c'est la progression? Est-ce que c'est l'intérêt? Est-ce que c'est l'amusement? Est-ce que c'est le plaisir? Quel est le moteur en fait? Voilà, c'est ça. Est-ce que c'est s'améliorer, se perfectionner? Si on sait répondre à cette question-là, ben forcément, on pourra alimenter la progression du collaborateur. Et c'est important. Il n'y a pas un moteur meilleur qu'un autre. Chaque moteur est important. À charge au manager de le trouver et d'aller dans le sens de ce collaborateur. Voilà. Oui, Pascal nous dit la motivation profonde du collaborateur. C'est ça, hein, c'est exactement ça. Oui, bien sûr, c'est pas ce qu'il dit, hein, c'est pas ce qu'il exprime en fait. Hein, voilà. Il y a le déclaratif et puis après il y a la réalité des choses en fait. Hein. Donc il faut fouiller en fait. Hein, il faut vraiment trouver le moteur, s'intéresser, poser des questions, aimer les autres. Hein, c'est uniquement en aimant quelqu'un qu'on va le faire parler, que l'on va s'intéresser à lui, à son environnement, etc. Et Laurence nous dit, si c'est que l'argent, c'est pas suffisant. Je suis pas d'accord. Il y a des gens pour qui ce moteur-là, à un certain moment de leur vie, c'est l'argent. Prenez, on va reprendre les commerciaux qui vendent en B2C des fenêtres ou des clims en porte-à-porte, croyez-moi qu'ils ne se lèvent pas parce que c'est super. Hein. Ils se lèvent parce qu'ils veulent de l'argent, parce que c'est un moment de leur vie, ils ont besoin, ils ont envie de gagner beaucoup d'argent. Donc, c'est un moteur profond à ce moment-là. Et parfois, surtout pour les commerciaux, l'argent, c'est synonyme de la reconnaissance. C'est-à-dire que si je gagne beaucoup d'argent, c'est que j'ai bien vendu. Si j'ai bien vendu, c'est que j'ai été reconnu comme bon vendeur. On est d'accord, Laurence, mais dans la durée. Ça dépend des gens. Il y a des gens qui tiennent sur la durée, qui adorent vraiment l'argent. Et d'autres, il y a des périodes. Quoi. Voilà, donc trouver le moteur de chaque collaborateur et surtout donc s'adapter à chaque collaborateur. On ne peut pas, même si le sentiment d'équité doit exister, on ne peut pas faire la même chose à ses collaborateurs. On ne peut pas les traiter, on ne peut pas avoir une relation identique avec tout le monde. Donc, on doit s'adapter à chaque collaborateur, comme on s'adapte à nos enfants ou à nos amis. Voilà. Une question, enfin une réflexion, je rebondis sur le chat sur Muriel qui nous dit l'ambiance au travail. Oui. C'est important, c'est pas important. Le toboggan, c'est important. Le thé, c'est important. Qu'est-ce qui est important? Le baby-foot, il ne faut pas que ce soit un gadget. Hein. Est-ce que c'est artificiel ou pas, hein? Et l'ambiance au travail, elle n'est pas forcément liée au café gratuit à volonté. Hein. C'est la poudre aux yeux, ça, en fait. Hein. Ce qui est important, c'est la relation à l'autre.
Est-ce qu'on dit bonjour? Vous savez, j'ai fait un audit un jour dans une entreprise. J'avais interrogé, il y avait une quarantaine de salariés. On avait interrogé à deux, on avait interrogé les 40 personnes. Et les 40 personnes nous ont dit que le patron, ben, il est traité comme des chiens. Et ils nous ont tous dit, par exemple, ils ne nous disent pas bonjour. Le matin en arrivant, ils ne nous disent pas bonjour. C'est curieux, ça, en fait. Hein. Norbert nous l'a dit, ça, tout à l'heure. Des tas de griefs comme ça. Et puis après, donc, j'ai fait la synthèse de tout ceci, et puis j'ai fait le point avec le patron. Alors là, je suis gêné, en fait. Là, je me racle la gorge. Et comme je suis assertif, et comme je ne suis pas un courtisan, il faut que je parle vrai à mon client. Je dis alors, c'est vrai que vous ne dites pas bonjour à vos collaborateurs en arrivant à l'entreprise? Le mec, il ouvre des gros yeux comme ça, en fait. Hein. Comment? Mais c'est pas possible. Et, écoutez, tous m'ont dit que vous leur disiez pas bonjour. Mais monsieur Lanson, je peux vous dire que, bon, je ne comprenais pas. Alors, j'ai posé une question hyper naïve. Alors, je dis, mais comment vous faites pour dire bonjour à vos collaborateurs? Ah, mais c'est simple, hein, je passe dans les couloirs, je dis bonjour, ça va? Voilà. Et oui, mais bonjour, ça va de loin. C'est peut-être pas assez, c'est pas ce qu'attendent les autres, c'est pas le moteur des autres. Donc si peut-être qu'ils veulent qu'on mette la main sur l'épaule et comment vas-tu, comment ça s'est passé ce week-end, voilà, etc., etc. C'est ça, Sadat l'autre. C'est ça, aimer les autres. C'est pas avoir un truc artificiel. Je t'ai mis le baby-foot avec le café à volonté. J'ai fait ma béa, ça y est en fait. Non, c'est pas ça. Aimer les gens. Aimer les gens, c'est être vraiment en harmonie avec eux. Ouais, moi, j'ai alors justement sur l'histoire du bonjour aux collaborateurs, j'ai l'histoire inverse de celle de Florian, où je connais un dirigeant d'une grosse boîte, 2000 salariés. Sur son siège social, il doit y avoir 150 salariés. Ils sont dans un petit village au sud d'Alès. Ils font du transport exceptionnel. Voilà. Le patron, qui est le 3e génération, donc qui est le petit-fils du fondateur, passe quasiment sa matinée à aller saluer les gens. Mais quand je dis saluer, il va les voir, il leur dit bonjour, Loïc, comment tu vas? Et hier soir, au fait, tu m'as dit que tu avais été faire de l'apnée ou tu as fait machin, comment ça s'est passé, etc. Il connaît tous les gens par cœur, leur histoire, etc. Et je rebondis, et je peux vous dire que les collabs donneraient leur vie, c'est peut-être un peu excessif, mais donnent beaucoup pour ce monsieur et sont béats devant ce garçon qui leur donne aussi énormément en fait dans le management. Et je vois Frédéric qui réagit de la même manière dans le chat, qui nous dit au bout de 9 ans de direction, j'ai vécu des mariages, des séparations de mes collaborateurs, j'ai offert des cadeaux aux naissances, félicité les brevets, les bacs, je connais même le nom de leur chien. Dois-je écarter l'homme que je suis de mes sentiments? Ben non. Non, bien sûr. Surtout pas. C'est ce qui fait que ça marche, je pense. Donc, des 45 minutes à dire bonjour, je connais toute l'entreprise, je connais Capel. Ben voilà. Mais quand on connaît, alors je cite le nom, c'est Jean-Daniel Capel, les transports exceptionnels Capel. Et effectivement, Jean-Daniel est quelqu'un que les gens, quand on le connaît, et qui peut être très sanguin, voilà, mais à côté de ça, qui est adorable avec ses collaborateurs et qui s'intéresse vraiment à l'autre, en fait, qui s'intéresse vraiment à l'autre, qui s'adapte à l'autre, etc. Est une grande famille. Mais Marc, je vois que Marc est ni moi aussi. Donc... Ok. Bon, alors on arrive à la fin, conclusion. Voilà, conclusion. Nous vous souhaitons de trouver le moteur de vos collaborateurs. Ça, c'est le grand souhait que je peux exprimer, que Loïc sûrement va exprimer. Donc, trouver le moteur des collaborateurs. Et bien évidemment, j'espère que vous connaissez vous-même votre propre moteur. C'est important. Voilà. Et il faut qu'on aille ensemble dans le même sens. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire, moi, de manière très concrète. Ce n'était pas le management avec la prévision à 10 ans, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le management au quotidien. Parce qu'en général, quand ça ne colle pas, c'est pour des bêtises en général que ça ne colle pas dans l'entreprise. Les séparations, ce n'est pas sur des problèmes d'incompétence. Les séparations dans l'entreprise, souvent, elles arrivent malheureusement parce qu'on ne s'entend pas, parce qu'on ne s'entend plus, parce qu'il y a eu des misfits, en fait. C'est ça. Oui, et c'est pas très très grave,
parce que tout à l'heure, on lisait comment on fait avec un collab qui ne partage pas nos valeurs, etc. Ben, ce n'est pas grave, il faut avoir le courage, la capacité soit de travailler avec cette personne pour qu'elle peut avoir un coup de mou. Christian Dubuc de New York. Salut Christian. Merci de partager souvent avec nous. Alors, si vous voulez continuer un petit peu nos échanges ou d'écouter la bonne parole que l'on prêche, sachez que RCF Occitanie, qui est une très belle chaîne de radio, m'a interrogé avec Hervé Ponceau sur notre livre sur le management selon Jésus, et ils en ont fait 20 émissions. Et donc, tout le bouquin, ce bouquin sur le management selon Jésus a été découpé pratiquement en une vingtaine d'émissions. On ne le lit pas, le bouquin, mais on échange à 3 avec Hervé Ponceau et puis l'intervieweur. Et donc, ça va démarrer, on a fait les interviews déjà, ça démarre le jeudi 3 novembre à 18h55, dans le cadre du journal du 19h, en fait, hein, voilà. Et donc, première diffusion jeudi 3 novembre, et chaque jeudi, pendant 20 semaines, ben, il y aura, vous avez la possibilité de nous écouter, Hervé et moi, parler du management selon Jésus. Voilà. Oui, tout à fait. Je vais vous mettre le lien. De toute façon, vous aurez comment ça s'appelle, tout le support. Hein. Donc, on vous l'enverra après, à l'issue du… Pour le replay, c'est ça? Pour le replay. Et dedans, voilà, je vous mets les liens dans le chat. Directement. Donc, vous pouvez aussi réagir sur nos réseaux sociaux, sur LinkedIn. Vous avez vu, pour certains, si vous nous connaissez, qu'on essaye d'être actifs, qu'on essaye de parler, d'échanger. Donc, n'hésitez pas à commenter nos posts, à nous invectiver, à ne pas être d'accord avec nous ou à être d'accord avec nous, à faire des pouces, des likes, tout ce que vous voulez, sur LinkedIn notamment, sur nos articles. Nous, on aime bien partager ce qu'on fait, ce qu'on dit, ce qu'on pense, ce qui nous fait réagir, ce genre de choses. Je vous ai mis aussi le lien là-dessus. Merci à tous. Dans la foulée de ce webinaire, bah, en fait, vous avez compris que ces 3 livres sur le management, alors je ne peux pas les montrer tous à l'écran parce que ça fait beaucoup. En plus, avec mon fond d'écran, ça ne marche pas bien. On a 3 livres sur le management aujourd'hui. Il y en a un particulièrement qui s'appelle le Management Épiphyte, qui est l'acte fondateur, comme on le disait. Et de ce livre, on a sorti un cycle de formation au Management Épiphyte qui se fait sous forme de module. En ce moment, on a un module qui tourne en présentiel matinée, donc demi-journée à Montpellier. La prochaine, c'est le 20 octobre, dans quelques jours maintenant, sur manager son temps et celui de ses collaborateurs. Et puis après, vous voyez qu'il y a plusieurs modalités. Si vous voulez le faire pour vos collaborateurs dans votre entreprise, on peut faire aussi. On fait de l'intra, on fait de l'inter. Ce genre de choses, n'hésitez pas à nous consulter. Ou s'il n'y a qu'un seul module qui vous intéresse, n'hésitez pas. Et vous retrouverez toutes les informations sur le site internet. Sinon, vous pouvez aussi nous interpeller, que ce soit Florian, moi ou le cabinet, sans aucun problème. Je vois que Christian Martin Ségur, qui est à Paris, nous a suivis avec intérêt. Merci Christian, à très bientôt. Sympa. Prochain webinaire, effectivement, ça sera moi qui l'animerai. Ne prospectez plus, communiquer. Donc, on sort un petit peu de nos cadres. C'est juste pour vous expliquer à certains comment on fait. Nous, on a cette stratégie de dire il faut plus prospecter, il faut plus appeler. Ça, c'est du temps de mon grand-père. Aujourd'hui, il y a d'autres moyens, d'autres outils, et notamment ce qu'on appelle le content management. Les webinaires en font partie, ce genre de choses. Donc, on parlera de tout ça là, au 10 novembre. Et puis, le 8 décembre, celui-là, forcément, c'est lié au Père Noël, puisque c'est en décembre. Et donc, on a estimé, on veut faire un webinaire, ce sera Augustin, notre 3e comparse, qui animera, il est à Paris aujourd'hui, qui fera la lettre au Père Noël, qui se veut être le mythe du mouton à 5 pattes. Et oui, parce que le Père Noël, alors j'espère qu'il n'y a pas d'enfants dans la salle, mais vous savez tous que le Père Noël n'existe pas, et pourtant, on continue d'entretenir le mythe. C'est pareil avec le mouton à 5 pattes. Bizarrement, le mouton à 5 pattes, moi, ça fait 20 ans que je fais du recrutement, ça fait 20 ans que j'entends parler de mouton à 5 pattes. Tout le monde sait que ça n'existe pas, hein, et pourtant, on a encore des entreprises qui nous demandent des moutons à 5 pattes. Florian, il a créé en 76, bientôt 50 ans de cabinet Florian Mancel-Institut, et l'histoire se répète toujours. Donc, on fera la liste du Père Noël tous ensemble le 8 décembre. OK. Voilà. Écoutez, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Si vous avez des questions, etc., n'hésitez pas à nous continuer sur LinkedIn. Hein.
on sera à votre disposition sur LinkedIn pour ceux qui n'ont pas nos mails. Et sinon, par nos mails directement, n'hésitez pas à nous parler. Tiens, je vais mettre nos mails dans le chat pour ceux qui le veulent. Ah, oups. Comme ça, vous pourrez nous contacter directement, Florian ou moi. Hop, je mets le mien, je mets celui de Florian Mentionne. C'est juste pour vous montrer qu'on est très ouvert à la discussion et aux échanges avec grand plaisir.com. Hop, comme ça, vous avez. Merci Cyril. C'est un plaisir de voir des gens qu'on a croisés régulièrement. Merci, Florian. Merci à vous tous. Allez, et bon management alors. Au revoir. Avec amour. Avec